Merci Pierre, merci pour votre invitation. Je suis ravi, honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la spontanéité dans la fonction entrepreneuriale. Pierre me présentait à l'instant comme étant un produit Aixois, c'est vrai. J'ai été passionné par l'analyse monétaire, alors je le suis toujours, et ma thèse de doctorat portait sur le problème monétaire de Menger. En fait, portait sur l'évolution spontanée de la monnaie, plus précisément, l'émergence et l'évolution spontanée de la monnaie. Et dans cette thèse de doctorat, j'expliquais l'arrivée des monnaies électroniques, des crypto-monnaies, qui arriveront définitivement en 2009, comme vous le savez, avec le Bitcoin. Voilà. Ça a été des moments vraiment intenses et la soutenance, je peux vous dire, elle était très très musclée puisque mon directeur de thèse avait choisi de mettre dans la soutenance des véritables étatistes dans la monnaie, dans le grand professeur, que son âme repose en paix, André Kartapanis. Et la soutenance avait duré 4 ou 5 heures dans un amphithéâtre. C'était des moments vraiment inoubliables. Tout ça pour vous dire que l'entrepreneur était indirectement présent dans ma thèse, puisque je défendais la spontanéité de l'émergence et de l'évolution de la monnaie. Et progressivement, ma carrière s'est orientée vers l'entrepreneuriat. Alors, il ne l'a pas dit, mais si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette personne qui est là, que j'apprécie beaucoup, Pierre Garello, puisque c'est lui qui a créé le master stratégie économique et juridique de l'entreprise. J'étais à l'époque attaché temporaire de l'enseignement supérieur et il m'a dit « Tiens, j'ai pas le temps de le gérer, je te donne ce bébé et regarde ce que tu peux faire avec ». C'était en 2004, on s'était battu pour le créer, c'était pas évident, mais on avait été un peu soutenu plus à l'extérieur politiquement qu'à l'intérieur, c'était pas simple. Et à partir de là, j'ai transformé ce master, j'ai créé d'autres diplômes, je continue à créer des diplômes et la politique m'a été favorable à l'université puisque j'ai été nommé vice-président en charge donc, de l'entrepreneuriat Aix-Marseille Université et je dirige, comme Pierre l'a dit, la plateforme, une des plus grandes plateformes, il y en a 33 en France, Pépite Provence. Ici à Paris, il doit en avoir 4 ou 5 dans les universités. Et donc, voilà un petit peu l'évolution de ma carrière. Et tout cela pour vous dire que bon, cette réflexion, c'est une réflexion qui est née tout simplement d'un constat, Alors j'avais déjà, je m'étais déjà exprimé à l'université, donc je constate, je suis les étudiants tous les jours avec toute une équipe, et donc je vois un peu leur comportement, comment ils agissent pour entreprendre et créer, mais également de la réflexion scientifique. Donc on a ici un projet scientifique qui naît simultanément de l'observation, du constat, du quotidien des étudiants entrepreneurs, mais également de mes lectures et mon attachement profond à l'école autrichienne. Alors, qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on vit? On vit aujourd'hui, depuis quelques années, une extraordinaire abondance de la littérature sur l'entrepreneur. Il y a les fondamentaux d'autrefois, j'étais Richard Cantillon, Jean-Baptiste C, Schumpeter un peu plus tard, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ses écrits, mais aujourd'hui une abondance assez importante donc, de la littérature. Et lorsqu'on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on constate? On constate, c'est mon point de vue, qu'il y a 2 types de littérature en entrepreneuriat, en tout cas sur la théorie de l'entrepreneur. Il y a une littérature qui s'intéresse plutôt à la personnalité de l'entrepreneur, donc on va réfléchir sur ses caractéristiques pour parvenir à s'exprimer sur son esprit d'entreprendre, et une littérature
que je juge un peu plus profonde et sous-estimée, à mon sens, et je me bats pour que cette littérature puisse dominer un jour, je l'espère, donc une littérature plutôt de nature épistémologique, et qui, cette fois-ci, traite du rôle de l'entrepreneur et son appartenance, bien sûr, au marché. Je cite ici Kirchner l'a dit en 1973, l'essence de la fonction entrepreneuriale réside dans la nature et le fonctionnement du marché. Or, face à ces dires et ces explications, on a aujourd'hui une littérature assez importante qui met l'accent sur les caractéristiques et la personnalité d'un individu et le détachant complètement du marché. Bon, je donne un exemple. Hein, quand vous avez un étudiant qui va vous dire « ça y est, j'ai attaqué un livre sur le go-to-market », je lui dis bon, réveille-toi, tu es déjà dans le market. Voilà, le go-to-market, non, c'est pas bon, parce que l'essence même de ton idée d'affaires provient du marché. Donc non, tu ne fais pas du go-to-market, bah, tu continues à évoluer sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on entend par fonction entrepreneuriale? C'est une expression qui va naître dans l'œuvre de Richard Cantillon. Bon, c'est un processus individuel. Voilà, c'est un processus individuel. C'est l'action humaine, hein, comme l'écrit Mises en 1949. Et l'école autrichienne accorde de l'importance, comme vous le savez, à l'action humaine et à la fonction entrepreneuriale, puisqu'il s'agit, pour nous économistes, d'une action initiatrice. Voilà, c'est un début, c'est cette, comme le disait Gérard, cette petite pichenette qui va être, Gérard Bamoulet, qui va être donnée et qui est de fait innovatrice et qui a donc des conséquences en matière donc, de coordination sur le marché. Mais c'est aussi cette, et c'est un petit peu ma thèse qu'on retrouve ici sur la monnaie et l'arrivée des crypto-monnaies, mais c'est aussi ce qui va engendrer un nouvel ordre social. Donc c'est important de comprendre, ce que j'essaye de faire encore une fois, je reviens à mes étudiants, à faire comprendre aux étudiants l'importance de cette notion d'action humaine. Tout le monde peut être entrepreneur, il suffit tout simplement d'aller sur le marché et de repérer, on va le voir un petit peu plus tard, des situations de déséquilibre auxquelles il faut agir, sur lesquelles il faut agir. Et la spontanéité dans tout ça, lorsqu'aujourd'hui on traite la problématique d'un business model, voilà. On dit à un étudiant, tiens, est-ce que tu as fait ton business model? Est-ce que tu arrives à le présenter, etc. Ben, j'ai constaté que cet étudiant, très souvent, oublie l'importance de l'intuition dans le démarrage d'un business. Voilà. Il est très vite plongé dans le calcul, il faut que je fasse une étude de marché, il faut que je collecte des données, il faut que je fasse un modèle statistique, multidimensionnel, etc. Et je me dis, mais quelle est la place de l'intuition dans tout ça? Comment est née ton idée? Pourquoi tu as voulu créer des sucettes pour permettre à des jeunes de prendre des petits qui ont des défaillances au niveau de la santé, de prendre leur complément alimentaire à travers donc une sucette designée avec des héros, des dessins animés, etc. D'où est venue cette idée? Comment cette idée a émergé? Bon, je constate quand même que cet étudiant a du mal. Il va finir par dire oui, j'ai vu ça à la télé, ou j'ai constaté ça à Londres lorsque j'étais allé à Londres voir avec mes parents pour Noël. Mais il a du mal à expliquer l'essence même de cette idée d'affaires. En fait, il a du mal à constater l'importance de la spontanéité dans la découverte de l'idée d'affaires. Bon, ici, je montre quand même que la spontanéité, c'est un terme qui appartient à l'école autrichienne. On me permet de citer quand même Ferguson, Adam Smith, avant Hayek, pour montrer le caractère donc spontané qui explique l'émergence
d'une idée d'affaires, parce qu'après tout, lorsqu'on dit qu'un business model, c'est un outil ou un concept, on verra, il y a un débat là-dessus, un outil ou un concept qui a pour objectif d'expliquer la création de valeur, c'est-à-dire de chiffre d'affaires. Avant de parler de création de valeur ou de chiffre d'affaires, à l'origine, il y a une idée d'affaires, et c'est cette idée d'affaires qui va être, grâce à l'entrepreneur, transformée en véritable offre de produits et de services, et ce sont ces produits et services qui vont permettre naturellement de générer de la valeur. Alors, la spontanéité a, pour moi, une véritable place, c'est-à-dire qu'il y a une part assez explicative de la spontanéité dans l'acte, dans la fonction entrepreneuriale, mais lorsqu'aujourd'hui on constate ce qui se dit dans la littérature et ce qu'on essaye de prouver, c'est que toutes les fois où il y a un mouvement au niveau de l'entreprise, une entreprise grossisse, une entreprise se délocalise, une entreprise disparaît, une entreprise licencie, etc., et on a tout le temps des réponses qui sont données à travers donc les recommandations de politique économique et l'État. Donc c'est l'État qui vient se mêler un petit peu de ce processus et va venir donc donner des leçons pour réajuster, etc. Et d'ailleurs, l'exemple le plus flagrant, bon, je cite les prix Nobel et surtout notre collègue Aguillon, qui quand même a sa rencontre avec Howitt, je ne sais pas si tu connais, ils se sont rencontrés dans le couloir d'une université. Aguillon a entendu Howitt parler de Schumpeter, il est sorti de son bureau, il lui a dit, bon, si on faisait un modèle économétrique, mathématique, essayant de présenter le modèle de Schumpeter. Bon, moi, tu peux faire ce que tu veux comme modèle et comme puissance mathématique des modèles. Bon, la thèse, elle est simple. Schumpeter qualifie l'entrepreneur d'innovateur. On revient un petit peu à ce qualificatif, cette caractéristique qu'on va donner à un personnage. Il est innovateur, l'entrepreneur, il est innovateur. Et cet innovateur détruit, voilà, en créant, détruit la destruction créatrice qui, aux yeux de pas mal d'économistes, vous le savez, fait des dégâts, c'est des dégâts sociaux, la destruction créatrice fait des dégâts sociaux et appelle encore une fois les recommandations du pouvoir public et l'intervention de l'État. Donc vous voyez, j'ai du mal à comprendre un petit peu tout cela, mais j'ai quand même la lourde responsabilité d'accompagner mes étudiants et de leur expliquer, attends, avant que tu sois innovateur, je ne veux pas t'appeler innovateur, travaille, fais des choses sur le marché, apporte, et après on verra si tu mériteras l'appellation innovateur. Or, Schumpeter écrit dans ses œuvres, je pense à 2 reprises, que ceux qui méritent l'appellation entrepreneur doivent être des innovateurs, sans quoi ils ne sont pas entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que je voudrais démontrer ici devant vous? Une question simple. En quoi la spontanéité s'avère-t-elle être une condition sine qua non de l'exercice de la fonction entrepreneuriale? C'est clair, net et précis, et pour cela, je vais suivre en tant qu'universitaire, 4 parties. La première, je vais opposer cette littérature esprit d'entreprendre à la littérature fonction entrepreneuriale, et dans une logique de recherche de la spontanéité, vous allez voir que dans la littérature esprit d'entreprendre, la spontanéité, on n'en parle pas du tout. Et par la suite, donc, je vais vous montrer un petit peu comment je conçois le business model en introduisant bien sûr ce concept de spontanéité par opposition à d'autres littératures. Je citerai Alexander Osterwalder, l'économiste suisse, Lausanne, et qui fait sa thèse en 2000, 2001, 2002. On a le même âge, donc soutenu en 2003, sur le concept de business model. Il faut savoir que ce concept de business model, il est aujourd'hui monopolisé par les gestionnaires, plus que les économistes.
Je conteste cela, parce que bon, on peut tout à fait être économiste et utiliser le concept de business model, mais c'est un concept qui est né récemment. Même si toute entreprise doit expliquer comment elle génère des revenus, c'est le fondement même de l'entreprise, mais le concept lui-même va naître avec la révolution Internet. C'est ce qui va susciter les travaux d'Osterwalder dans les années 2000 avec Yves Pigneur, qui est son directeur de thèse canadien, et qui vont publier un ouvrage faisant référence à un business model qu'on appelle le Canva, et que tout le monde utilise aujourd'hui et que l'étudiant utilise. Et moi, je me bats pour que les étudiants ne l'utilisent pas, parce que je trouve qu'il n'est pas assez explicite et ne met pas en valeur, encore une fois, l'exercice entrepreneurial sur le marché. Voilà, l'importance, encore une fois, du marché, de la relation entre l'entrepreneur et le marché. La spontanéité, c'est un traitement de l'incertitude. Voilà. À travers la spontanéité, on peut traiter des situations incertaines, mais il faut encore une fois comprendre ce que c'est une situation incertaine en entrepreneuriat, les situations d'incertitude en entrepreneuriat. Et je terminerai sur des problématiques de connaissances et l'importance des connaissances et cette approche du marché par, à mon sens, la connaissance qui est primordiale, fondamentale. Lorsqu'on parle de découverte entrepreneuriale, c'est une découverte de connaissances avant qu'on découvre des produits, des services et des dollars et des autres. Alors très rapidement, l'esprit d'entreprendre versus fonction entrepreneuriale, voilà. Encore une fois, recherche, constat, les étudiants veulent traiter la problématique de l'esprit d'entreprendre. En fait, quelles sont ou quelles seraient les caractéristiques nécessaires qui me permettront d'entreprendre? Est-ce qu'il faut que je sois motivé? Est-ce que la persévérance serait supérieure à la motivation? Est-ce que la passion rentre en jeu? Ou classer la passion par rapport à la débrouillardise, etc. Et on a une littérature qui commence un petit peu à me sortir sur voilà, cette réflexion que je trouve un peu paradoxale, parce qu'on peut franchement passer la journée ensemble aujourd'hui et demain et après-demain et tout le mois à réfléchir sur les meilleures caractéristiques qu'on pourrait trouver pour définir un entrepreneur qui réussirait et un entrepreneur qui échouerait. Il y a une infinité de caractéristiques qu'on peut établir pour définir ce personnage. C'est cette un petit peu littérature aussi qui oppose les soft skills aux hard skills. Hard skills, ce sont les compétences. Voilà, il faut que tu sois motivé et bon en compta. Voilà. Bon, si tu es bon en compta et en statistique pour pouvoir faire un modèle statistique, et tu es un peu motivé, c'est bon. Allez, tu peux entreprendre. Bon, on voit les résultats un petit peu en France. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques, où on voit le nombre de créateurs d'entreprises augmenter et la croissance baisser, le déficit augmenter, la dette augmenter. Vous connaissez la situation, je veux dire, actuelle du pays. L'entrepreneuriat ne serait pas très productif, en tout cas aujourd'hui dans ce pays. Donc vous voyez, peut-on proposer un ordre? Est-ce qu'on peut hiérarchiser ces caractéristiques? Qui est capable d'identifier ces caractéristiques, définissant ce personnage, et qui est capable de les classer? Moi, personnellement, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable du tout de dire que la motivation, c'est plus important que telle caractéristique. Je ne suis pas capable. Voilà. Mais je suis capable de dire à l'étudiant, voilà, bon, tu vas sur le marché. Aujourd'hui, avec Pépite, j'aurais dû le dire, je joue à fond la carte de l'international. Je viens de remporter un Civis avec l'Afrique et l'Europe. Voilà, bon, de l'argent public, on me l'a collé, c'est 40 000 balles pour essayer pour permettre aux étudiants d'aller un peu vers Bucarest, vers le Sénégal, etc. Et il y a quelques mois, j'ai gagné un appel à projet, toujours de l'argent public, elle est un peu plus conséquent, 400 000 € pour le Moyen-Orient. Et le 25 novembre, je me rends à l'AUF à Beyrouth pour l'entrepreneuriat. Et j'ai promis aux étudiants, quand la situation au Liban sera un peu plus calme, de les amener. Je pense que l'international serait une opportunité et serait un petit peu, correspondrait à ce qu'on défend, à savoir le marché et la relation entre le marché
et l'entrepreneur. Donc vous voyez que tout ce qui se fait sur cette littérature esprit d'entreprise, il me reste 1 minute, tout ce qui se fait en dehors du marché. On travaille sur un personnage, mais on ne parle pas du tout du marché. Alors c'est bien sur le marché, encore une fois, qu'émergent les connaissances et les idées d'affaires. Alors qu'on aurait pu, j'ai essayé de faire un petit schéma, on aurait pu imaginer un cycle d'apprentissage sur le marché. On est dans l'approche hayékienne, cognitive, épistémique cognitive, mais attaché au marché, où on voit comment l'apprentissage joue un rôle important. L'apprentissage, je le dis aux étudiants, ils sont là, ils peuvent témoigner, ce n'est pas seulement mes enseignements à l'université. L'apprentissage, c'est le marché. Il faut être sur le marché. On apprend sur le marché. Et on apprend peut-être plus aujourd'hui sur le marché qu'à l'université. Donc on voit bien ici comment l'action est née à travers donc, ce processus d'apprentissage, et plus essayer de caractériser cela à travers des petits schémas où on voit le processus mental ici qui conduit à l'intention. Voilà, donc l'apprentissage, la vigilance, la découverte, la créativité. La créativité qu'on va bien sûr évaluer en termes d'idées, de connaissances nouvelles, sur le marché. C'est cette connaissance nouvelle qui va être par la suite traitée et transformée en produits et services. Jean-Baptiste Tessé l'a très bien expliqué. Et je distingue bien sûr le passage à l'initiative qui parfois peut bloquer dans certains pays pour des raisons institutionnelles, juridiques. Il y a des blocages dans différents pays. Aujourd'hui, cette petite flèche n'est pas la même selon les cultures, selon le territoire dans lequel on traite les problèmes. Donc, bon, je ne veux pas en parler, mais voilà, je mène une réflexion aujourd'hui assez importante sur la tentative de mesurer cette propension à agir, ce passage à l'acte, une fois, bien sûr, qu'on est au stade de l'intention. Donc on voit bien l'importance, encore une fois, de cette relation qui peut exister entre l'entrepreneur et le marché. Voilà, la nature, comme l'a écrit Kerzner en 1973, la nature, mais aussi le fonctionnement du marché. Et on comprend naturellement qu'un marché ouvert, qu'un marché libre, et vous voyez un petit peu là où je vais en arriver, bon, est source de richesse en matière de découverte d'idées nouvelles et donc de connaissances. Alors, la place de la fonction entrepreneuriale et de la spontanéité dans la fonction entrepreneuriale au sein de ce qu'on appelle le business model. Aujourd'hui, lorsque l'étudiant entreprend, on lui demande de présenter un business model, un modèle économique en français. Et bon, aujourd'hui, la littérature est très importante, mais tourne toujours autour de ce personnage que certains d'entre vous connaissent, Alexander Osterwalder, qui publie l'ouvrage avec son, il me semble, directeur de thèse, Yves Pigneur, dans les années 2000, et aujourd'hui qui fonde pas mal de modèles économiques, de grosses grandes enseignes, Swatch, Apple, Nintendo, etc. Bon, qu'est-ce qu'on montre à l'étudiant? On montre ça. On dit, voilà, le business model, qu'est-ce que c'est? C'est 9 briques. Voilà. Si tu prends ces 9 briques et tu réponds à toutes les questions, c'est bon, tu as ton business model. Voilà. Tu prends la brique, le segment client, qui sont nos principaux clients, bah, tu réponds. Bon, qu'est-ce que je reproche à cette présentation? Bah, ce que je reproche à cette présentation, beaucoup de choses, mais une chose, c'est qu'on ne met pas en valeur l'offre de l'entrepreneur et l'essence, encore une fois, de la connaissance, c'est-à-dire de l'idée d'affaires. On fait comme si l'idée d'affaires apparaît,
Donc l'étudiant, à l'instant T, considère l'idée d'affaires, ne connaît pas son origine. Pour moi, si on ne connaît pas l'origine de l'idée d'affaires, on ne peut pas la mener à bien. Et vous voyez, lorsque, je fais un test avec vous, lorsque vous voulez traiter les problématiques de canaux de distribution, comment peut-on réfléchir sur les canaux de distribution si on ne connaît pas précisément et clairement l'offre et son origine à travers l'idée d'affaires. Donc pour moi ce modèle n'est pas, voilà, manque quelque part de consistance pédagogique à l'étudiant. Et pour résumer un petit peu ma pensée et ma vision des choses, regardez, je fais de Mises et de C rapidement. Il y a une petite phrase dans la traduction française de 85 de l'action humaine de Mises, qui parle de la capacité d'agir de l'être humain. Tout le monde peut être entrepreneur, hein. Il n'y a pas de problème, c'est l'action humaine, voilà, c'est la capacité à agir. J'adore cette petite phrase, la confrontation d'une insatisfaction ressentie avec, on aurait pu dire avec l'image d'une situation qui serait meilleure. Bah, pour moi, c'est la définition parfaite d'une idée d'affaires. C'est la définition, alors c'est pas de cette manière-là que je la présente à l'étudiant. À l'étudiant, je lui dis idée d'affaires égale problème de marché plus solution, je lui dis ça. Bon, il comprend. Alors attention, je lui dis, l'idée d'affaires, c'est pas la solution. Une idée d'affaires, c'est pas une solution, parce qu'il n'y a pas de solution si tu n'identifies pas un problème. Alors, je ne parle pas de déséquilibre. Dans un premier temps, je vais très doucement, mais c'est vrai que, bon, c'est vrai. Il n'y a pas d'apport en termes de solution si, au préalable, il n'y a pas identification du problème. Et je me permets de dire que le problème doit être autant créatif que la solution. Si ton problème n'est pas créatif, il n'y a pas de solution créative. Mais, en fait, ce que je dis à l'étudiant, c'est tout simplement ce que Mises a écrit en 1949, traduit en français en 1985, et je lui dis, une fois que tu as... ça c'est très abstrait, hein. Ça c'est abstrait, voilà. L'identification d'un problème et l'apport d'une solution, c'est abstrait. Bah, rends-le très concret et présente-moi ton offre. Présente-moi ton offre, c'est-à-dire présente-moi tes produits et des services. Ces produits et services doivent illustrer, voilà, d'une manière tangible, ton idée d'affaires. Voilà. Et ben, je trouve depuis quelques années que l'étudiant a du mal. En fait, l'étudiant se lance dans un business model et ne sait pas ce qu'il va vendre. Et il va sans cesse revenir. En fait, il va avancer, on va le pousser à faire de la compta, des stats, du marketing, alors le marketing en pagaille, voilà. Mais en fait, l'étudiant, il ne sait pas ce qu'il vend. Alors que, ma foi, le point le plus important, je résume les choses, hein, l'entrepreneur, c'est un vendeur. Hein. Si tu ne sais pas ce que tu vends, eh ben, tu peux faire autant que tu veux du marketing, et du go-to-market, et de je ne sais pas quoi. Et... Combien? 10, oh, c'est large, je suis là. Et on n'arrivera pas. Et donc, bien sûr, sans trop, il faut être pédagogue, m'éloigner d'Osterwalder, en fait, tu peux tout à fait retrouver Osterwalder, parce que quand tu dis à qui offrir, bah, en fait, tu vas raisonner sur les clients, quoi. Tu vas parler de la segmentation client, avec quelles ressources offrir, tu peux tout à fait parler de tes capacités à distribuer, les canaux de distribution, ta levée de fonds, etc., etc. Donc, troisième partie, la spontanéité face à l'incertitude, comme je vous l'ai dit. Bon, là, je suis au cœur, encore une fois, de l'école autrichienne, et je trouve que l'école autrichienne apporte des réponses très claires et très utiles. Il suffit tout simplement de les transformer et les faire admettre par les étudiants. Admettre que lorsqu'on présente un business model, on présente un projet. C'est un projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est loin, pour l'instant, tant qu'on est au stade du projet entrepreneurial, on est loin de la concrétisation. Ça veut dire qu'il y a des étapes à franchir. Ce n'est pas parce que
Et surtout lorsque tu fondes ton explication sur l'intuition, le terme avec lequel j'ai commencé, tu valorises cette part intuitive dans le business model, que nécessairement tu vas toucher la vérité. Tu es loin de la vérité. En fait, un business model, c'est une somme d'incertitudes, je dirais, pour citer Frank Knight, de deux natures. Il y a l'incertitude mesurable qui est assurable. Je vais travailler au Liban, parler du Liban à l'instant. Je dois traiter, bon, il ne faut pas le faire, c'est dramatique, la livre libanaise. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que la livre libanaise, le taux de change, j'allais parler du taux de change dollar-livre libanaise. Je pense qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui peut assurer ça. On va changer de continent, on va dire, allez, Europe, États-Unis. Donc, taux de change euro-dollar. Tu achètes aux États-Unis pour revendre, transformer, etc. Ben là, on est dans l'incertitude mesurable. Voilà. Donc, tu vas pouvoir naturellement prendre une police d'assurance, etc., etc. Mais il y a une part quand même d'incertitude dans ce business model que l'étudiant a du mal à cerner, dont Shackle a parlé, dont Menger aussi a parlé, etc. Ben, c'est cette part d'incertitude qui ne peut pas être mesurée par la théorie des probabilités, par les mathématiques, etc. Et qu'elle ne peut être traitée qu'à travers l'action humaine, l'agir humain. Encore une fois, je reviens à l'importance on parle des CRE, également, l'importance de l'intuition. Et c'est en ce sens-là que, il me semble, et je partage cette réflexion avec vous, que la spontanéité, l'acte spontané peut permettre donc à l'entrepreneur de faire face à cette deuxième catégorie d'incertitude. Je ne parle pas ici de l'incertitude mesurable. Et pour terminer, quatrième partie, la connaissance comme source de spontané face à l'incertitude. Voilà. La connaissance, bien sûr, est nécessaire, elle est importante. Il suffit tout simplement de considérer le marché comme un processus de découverte, de connaissance. Hayek l'a très bien expliqué en 1945. Tout commence par la découverte de connaissances. Tout commence par la découverte de connaissances, l'action entrepreneuriale est source créatrice d'une nouvelle connaissance sujette à l'apprentissage. En fait, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs en situation donc de découverte de connaissances qu'on enrichit quelque part les connaissances, le volume de connaissances sur le marché. Et après tout, ce que je voulais vous dire, et ce que j'essaye en tout cas de défendre, que cette idée d'affaires que Mises a très bien définie en 1949 et que je reprends ici en disant, voilà, c'est la découverte, l'identification des souhaits insatisfaits, plus une petite équation, la découverte d'une situation de production avantageuse, sans S, c'est une connaissance. C'est une connaissance. Lorsque on découvre un problème et sa solution, alors le problème et sa solution adaptée, parce que face à un problème, il y a plusieurs solutions qui émergent. Il faut que l'entrepreneur soit en capacité de sélectionner la solution la plus adaptée à ce problème. Je sais pas, face au problème de désertification des centres-villes en France, le commerce qui ferme, il n'y a plus de boulangerie, il y a plein de stats là-dessus. Personne à la retraite, il faut qu'elle fasse en moyenne 2,5 km pour aller chercher son pain parce que le boulanger a fermé. Bon, l'entrepreneur se présente. Bon, qu'est-ce qu'il apporte comme solution? L'épicerie solidaire, sociale et solidaire, on aime bien ces termes, pourrait être une des solutions. Mais le commerce ambulant, monter un camion, un gros camion que je retape, que je transforme en épicerie, je fais une part boulangerie, boucher, etc. Et je visite 4-5 villages dans la journée, c'est une solution aussi. Bon, il y a tout un ensemble, donc il y a un processus, quelque part, de sélection de la meilleure solution, une fois que le problème a été, identifié, et encore une fois,
c'est le rôle du marché, et c'est sur le marché que se fait ce processus, encore une fois, de sélection de la meilleure connaissance, la meilleure solution, une fois que le problème a été découvert. La théorie de la fonction entrepreneuriale est une théorie de l'ordre spontané. Oui, pour moi, on met un point d'interrogation, oui. Et il faut faire en sorte, si c'est non, il faut faire en sorte que ça le devienne, parce que c'est important. Je l'ai dit, je répète, il existe une forme de connaissance, une autre forme de connaissance qu'on apprend à l'université. Pour moi, aujourd'hui, il faut plus éviter cette forme de connaissance qu'autre chose, les écoles et les universités. Mais on est entre nous. Moi, je préfère celle qui provient plutôt du marché. Et évidemment, je reviens vers Cantillon, il faut impérativement situer l'entrepreneur sur le marché et naturellement défendre les espaces de liberté, parce qu'après tout, il y a, comme vous le savez, une intime relation entre la spontanéité et les espaces de liberté. Et toutes les fois où il y a atteinte au marché, eh bien, il y a atteinte à la propriété. Et la propriété, c'est le fondement même de la production et du travail, et naturellement l'ordre social. Et je termine en disant, je dis ce que je dis aux étudiants tous les jours, je leur dis, allez travailler. Étudier, je ne vais pas défendre la valeur travail, hein, je ne vais pas retomber dans les classiques, je leur dis, allez travailler, va travailler, étudie et va travailler. Alors tu vas me dire, oui mais tu fais la même chose que je fais l'État français à travers les contrats d'alternance, etc. Non, surtout pas. Surtout pas. Si je peux éviter ces contrats d'alternance et toute la réglementation et les problèmes qui existent, je pense que François doit gérer des contrats d'alternance avec sa direction de master, si on peut le faire, si on peut l'éviter, franchement, mais aller travailler. Et c'est à travers le travail que tu vas pouvoir évoluer en termes professionnels, mais surtout évoluer en termes de connaissances te permettant donc de rebondir. Le travail, pour moi, est un levier crucial, indispensable à l'entrepreneuriat et à l'exercice de la fonction entrepreneuriale. Je vous remercie. Oui, le timing est parfait. Voilà, alors merci à Gilbert pour avoir un peu introduit un sujet important. C'est tout ce que l'entrepreneur, c'est effectivement, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Et donc c'est quelque chose qu'on aimerait promouvoir, déjà dont on aimerait parler. Et c'est vrai que, moi je me souviens, j'ai fait toutes mes études d'économie, j'en ai fait pas mal. Mais les 4-5 premières années, je crois que pas une fois j'ai entendu le mot entrepreneur quand j'ai fait, voilà. Dans les modèles microéconomiques, nous avons des producteurs, voilà, on n'avait pas d'entrepreneurs. Et donc c'est vrai qu'il a fallu que j'attende mon doctorat, la rencontre avec Kirchner, tout ça, pour découvrir ça. Et c'est quand même assez aberrant. Aujourd'hui, je pense que c'est encore le cas dans la plupart des facs d'éco. Et oui, cette division entre la fac d'éco et la fac et la business school, c'est quelque chose d'assez intéressant, quoi. Donc en fait, il faut aller à la business school pour entendre parler de comment fonctionnent les marchés, etc. Et à la fac d'éco, on a ces modèles. Enfin, voilà. Donc merci d'aborder ce sujet, qui est un sujet intéressant. Alors, voilà, la grande question, c'est est-ce qu'on peut aussi enseigner, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir l'esprit d'entreprise? Tu as l'air un petit peu sceptique. Bon, le business model, c'est effectivement que ça fait peut-être partie des choses qu'on peut transmettre, hein, mais le business model, c'est peut-être la deuxième étape, quoi. Voilà, en fait. Donc, donc, quid de la première étape? Alors, tu te réfères à l'intuition, il faut plonger dans le marché, et puis avec les radars ouverts, et essayer de trouver, de saisir. Voilà, donc, les questions, moi j'en ai pas mal, mais je vais vous laisser d'abord poser vos questions, vos réactions aussi à la façon dont on peut comprendre l'esprit de l'entrepreneur aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour promouvoir ça? Alors, peut-être faire sauter les barrières aussi. Alors, Pépite Provence, que je dirige, je ne l'appelle pas pour l'instant Business School, hein, mais Pierre lit dans ma pensée
j'essaye d'orienter le projet vers des business schools à l'intérieur des universités et qui viendraient quelque part concurrencer les facultés d'économie et de gestion qui restent quand même un petit peu attardées. Alors moi j'ai abandonné les cours de micro, je ne sais pas si les économistes ici en font. Moi ça fait une dizaine d'années que je ne vais plus dans l'amphithéâtre maximiser des fonctions d'utilité. Hein. J'ai dit fini, j'ai arrêté. Voilà. Bon, ça ne me dit plus rien. Écrire des fonctions de profit comme ça, non, ça ne me dit plus rien. Mais aujourd'hui, le fondement d'un programme en éco, il est là. Hein. C'est la fonction d'utilité, la fonction de production, voilà, F de KL. Pour les grosses entreprises, quand elles arrivent à maturité, il faut bien qu'elles aient des outils communicables, je dirais, qui soient maîtrisés par l'ensemble. Après, chaque élément, chaque individu peut appliquer avec grand profit pour le corps collectif ces idées qui sont vraiment très séduisantes sur la spontanéité. Mais il faut des outils d'intégration, ne serait-ce que pour le management, pour piloter un gros paquebot, hein, il me semble. Oui, mais je ne vois pas en quoi l'utilisation de l'outil mathématique poussé contribue à la maîtrise du management dans ce cas-là. Dans l'exemple de mon fils, il est en prépa, il veut être ingénieur, donc il fait des maths, passe ses journées à faire des calculs d'intégrale en ce moment, mais il n'est pas en fac d'éco. Lorsqu'aujourd'hui en fac d'éco, je rencontre des thésards dans certains laboratoires qui ne connaissent pas Adam Smith et Jean-Baptiste C, je peux vous dire que je suis profondément inquiet. En tant qu'économiste appartenant à une section du CNU qui s'appelle les sciences économiques, et qui est la section 05, je suis inquiet. Je suis inquiet. Alors, je partage peut-être la portée scientifique, analytique, intellectuelle de la maîtrise des mathématiques. C'est la logique, c'est un fait. Mais lorsqu'on s'engage pour faire une licence de sciences économiques et qu'on ne connaît pas Adam Smith, les fondements même de l'échange, de la valeur, de la propriété, moi je suis très très inquiet sur ces dérives que connaît notre... En tout cas, je ne vois pas des mathématiciens faire de l'économie, mais je vois des économistes faire des mathématiques. Ça m'inquiète. Tenter de faire... Ce sont quand même de piètres mathématiciens. Oui, tenter de faire des mathématiques. Les mathématiciens, c'est peut-être un peu méchant pour eux, c'est un peu dur. Oui. Mais les ingénieurs, si, relativement facilement et efficacement. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, on voit dans les grandes entreprises américaines là, le nombre d'ingénieurs qui sont au niveau supérieur des grosses boîtes. Alors, on a plein de questions, mais juste un petit, en écoutant votre discussion, en fait, effectivement, l'utilisation du langage mathématique et l'explication, en fait. C'est comme ça que... Et alors, c'est assez intéressant. Moi, je mets souvent une annexe d'Alfred Marshall dans ses principes, en 1870 et quelques. Donc, c'est lui qui introduit les premières... qui va généraliser l'utilisation des fonctions d'offre. Et il a une annexe sur l'utilisation des mathématiques où il dit justement... Les choses qui ne s'expriment pas facilement avec le langage mathématique, on va les mettre de côté. Et ici, justement, le temps et la découverte. Donc voilà, on a tout compris. En fait, le temps et la découverte vont être chassés parce que mathématiquement, ben, on ne sait pas mathématiser la découverte, la surprise, enfin, pas encore. Voilà. Mais, allez. Et après, on ira voir Philippe là-bas. J'ai une question et une remarque. Oui. La première question, c'est, pour toutes les fonctions entrepreneuriales, c'est parfois une équipe plus qu'un individu. Il y a parfois des gens qui sont plus dans le fait, souvent des ingénieurs, quand on parle de produits techniques, puis il y a des gens qui ont une sensibilité du marché, de savoir ce dont les gens ont besoin. Et souvent, les startups, c'est la combinaison des deux. Et donc, ce que moi je vois dans la fonction entrepreneuriale, c'est en fait c'est plusieurs individus mais qui se mettent ensemble. Donc il y a une notion d'équipe. Alors,
souvent, vous regardez les gens très connus, hein, ils ont ou un biais plus marché, ou un biais plus connaissance, savoir comment on fait. Hein, un exemple les que, deux, que tout le monde connaît, Steve Jobs et puis Steve Wozniak. Wozniak a été celui qui savait faire, et Steve Jobs avait une compréhension du marché. Oui, vous soulignez l'importance d'une équipe. complémentarité, d'une association, mais au préalable, avant la naissance. Enfin, une dynamique. Et en plus, ce qu'on voit souvent dans les startups qui réussissent, c'est que l'idée originelle évolue. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. ce qui reste, c'est l'équipe. C'est-à-dire que c'est des gens qui fonctionnent, en face de la réalité, qui adaptent, mais c'est l'équipe. Et donc, le business model évolue. Alors, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième remarque, moi j'étais dans une business school à Stanford. Et le cours qui m'a le plus frappé, c'était le cours de comptabilité tel qu'il était enseigné. Parce que, en fait, dans le cours de comptabilité, c'était très pratique. On disait, vous êtes vendeur de beignets. Alors, on disait, voilà le chiffre d'affaires, et puis voilà comment on prend en compte le chiffre d'affaires, les coûts, etc. Et en fait, on comprenait d'abord tout de suite l'importance du profit, ce que beaucoup de politiciens ont du mal en France, mais surtout aussi le besoin de création de valeur, etc. Et ça formate énormément la comptabilité. Et en 3 mois, on apprend énormément sur la façon dont ça fonctionne. Beaucoup plus qu'un business model, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, alors que là, c'est très... Oui, mais c'est après, c'est la phase après, que je ne conteste pas. Le business model. Non, le recours à la comptabilité. Justement, mon point, c'est ça. Mon point, c'est que Oui, mais dans la formation de l'esprit, alors. Exactement. Pas dans parce qu'on ne peut pas faire la comptabilité d'une affaire qui n'a pas démarré, mais dans la formation de l'esprit. Enfin, c'est l'affaire qui était, c'était vendeur de beignets, quoi. Donc, on achetait des beignets en France. Je vais quand même permettre de répondre. Revenir sur vos deux remarques. La première, je ne la conteste pas. Ce que je conteste, c'est que l'un soit sur le marché et l'autre ne soit pas sur le marché. Les deux individus sont sur le marché. Voilà. Et la connaissance, qu'elle soit technique ou commerciale, elle émerge du marché. Vous parlez de type d'individus plus ou moins avancés. Il y en a un qui est plus avancé dans le côté marketing, commercial, etc. Et l'autre, mais dans les deux cas, il y a des connaissances. Et ces connaissances proviennent du marché. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Quant à l'idée d'affaires émerge chez deux individus en même temps et simultanément et spontanément, je n'y crois pas du tout. Pour moi, l'idée d'affaires, elle est individuelle. Voilà. Qu'une personne adhère par la suite au deuxième, d'une manière quasi instantanée, oui. Mais je ne conçois pas qu'une idée d'affaires, une connaissance qui va fonder un business émerge simultanément chez deux êtres en même temps. Voilà. Pour moi, la probabilité, c'est possible, mais pas chez deux concurrents, ça arrive souvent. Lors d'une discussion. Oui. Deux personnes discutent et oui. Ah mais oui, mais tiens, je suis d'accord avec vous. Ça. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il y a un temps, il y a un temps peut-être un petit peu... Oui, il y en a un qui va le dire en premier. Ah voilà, et il y en a un qui dira en premier. D'accord, enfin, il n'aurait pas eu l'idée s'il n'y avait pas eu cette discussion peut-être. Hein, je réponds juste à la deuxième. La compta. La compta, prenons le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est deux tableaux. Un, c'est ce qui rentre comme sous dans l'entreprise. L'autre, c'est ce qui sort. Ce qui sort, je peux l'estimer. Je fais des devis, je vais sur le marché, je demande combien ça coûte le loyer, machin, ton prêt à la banque, combien tu me le fais, sur combien d'années. Donc j'ai une approximation plus ou moins réelle. Je reviens un peu sur ce qu'a dit Pierre. Mais l'autre partie, le chiffre d'affaires, je fais quoi? Je fais une espérance mathématique en dynamique avec des probabilités continues, des variables aléatoires.
Donc si à l'origine... Là, vous parlez déjà de business model. Non, non, je parle de compte, Parce je que parle la de compte de compta- résultat. La compta, c'est simplement savoir qu'une affaire... Pour qu'elle soit rentable, il faut que... voilà. Mais vous n'avez pas besoin de faire de la compta, Alors, ça c'est... Je vais peut-être citer le prophète. Je crois que c'est Mises qui disait qu'on ne peut pas être un bon économiste si on ne comprend pas la comptabilité. Oui, Mises, oui, oui. c'est assez intéressant. Pierre, ça devrait te faire plaisir. Il y a monsieur qui a... Alors, il y avait Philippe Oui, Richard, et parce après, qu'il nous reste Charles, une dizaine de minutes. Oui, alors j'ai deux toutes petites remarques et puis une question. Alors, les deux petites remarques, vous parliez des programmes. Autrefois, il y avait 80 heures, disons, d'histoire de la pensée économique en licence. Je ne sais pas si ça existe encore, j'ai beaucoup de doutes. De moins en moins. Ok. Deuxièmement, sur les mathématiques, il y a un corps en France de mathématiciens qui se met à l'économie, mais qui malheureusement est, à part quelques individus comme Jean-Marc Daniel, reste très plombé dans la sphère d'État. Donc c'est peut-être pas bien qu'il y ait trop de mathématiciens qui s'intéressent à l'économie. Ça, c'était les deux petites remarques. Ma question est la suivante. Je commence par quelque chose d'assez ésotérique. Il y avait des statistiques il y a quelque temps qui nous racontaient qu'il y avait autant d'étudiants en psychologie en France que dans le reste de l'Union européenne. Alors j'ai l'impression que ça change. On ne peut pas se faire du café du commerce. Hein. On se balade dans la rue, il y a une multitude de boîtes de business. Alors comment vous appréhendez le marché pour les études de business? Parce qu'on voit que ça prolifère, j'ai beaucoup de doutes sur les débouchés et tout le reste. En fait, ce que vous appelez des boîtes de business, les boîtes de business, ce sont toutes les organisations que l'État a mis en place en France, dans ce qu'on appelle l'écosystème français, et sur lesquelles on avait beaucoup misé pour propager, promouvoir l'esprit d'entreprendre dans le pays. Et là, ça vit de subventions publiques et européennes en pagaille. Vous ne pouvez pas imaginer le volume d'argent public brûlé dans... bon, je ne les cite pas, mais il en existe... mais sur un espace géographique de quelques kilomètres, vous pouvez en avoir 10, alors très confus. On va vous parler de couveuses, de pépinières, d'accélérateurs, de carburateurs. Et en fait, on ne comprend pas vraiment l'utilité de ces machines qu'on a créées. Ce sont des machines étatiques qui oublient l'essentiel, à savoir le pouvoir du marché et la puissance de la spontanéité individuelle, voilà, de l'être humain. Donc, quand vous rejoignez, c'est gratuit, hein, vous rejoignez une plateforme, vous arrivez, bonjour, on va vous imprimer sur un, je les connais, hein, je ne vais pas trop, hein, il vaut mieux d'ailleurs qu'on vous imprime sur un A3, le business model Canva, on le donne à l'étudiant, on lui dit tiens, remplis-le. Voilà. Et donc vous remplissez dans des cases quels sont vos clients, quels sont vos machins, etc. Alors, il y avait Charles-Antoine, et après vous et monsieur. Oui. Je voulais revenir sur ce qui était dit sur la comptabilité. À mon sens, c'est par la compréhension des grands axes de la comptabilité et des grands axes de manière générale de ce qui fait une entreprise de base qu'on peut comprendre du coup le marché et pouvoir derrière arriver sur une constatation de problème. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est à mon sens assez vrai sur le fait que deux idées identiques ne peuvent pas germer en même temps chez deux individus qui veulent travailler ensemble. Par contre, une même constatation d'un problème peut émerger et du coup, on peut trouver des solutions similaires. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a toujours un temps de... Quand je parle d'idées d'affaires, c'est problème et solution. Alors toi, tu distingues le problème de la solution. Moi, j'ai du mal à croire que quelque chose peut émerger simultanément chez deux. Il y a toujours un temps. Alors je rejoins aussi madame, hein, parce que lors d'un brainstorming, on va faire des... Voilà, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a toujours un temps... oui, juste une brève. Pour rebondir sur le constat que nos organisations subventionnées de promotion de l'entrepreneuriat
sont un fiasco extrêmement cher. On a un exemple d'origine anglo-saxonne, mais je vois avec plaisir qu'il a germé aussi en France, c'est Y Combinator. Y Combinator, qui est une organisation privée, et dans le monde anglo-saxon, la partie subvention est minimale. Je ne dis pas qu'elle soit nulle, hein, suivant les pays, mais c'est surtout des entrepreneurs qui ont réussi grâce à ces pouponnières, hein, qui après contribuent massivement, en fonction de leur succès bien sûr, Oui, à la bonne marche. C'est plutôt anglo-saxon. C'est anglo-saxon, mais ça a germé en France, en bénéficiant sans doute des subventions, comme on sait faire. Ouais, mais moi, je garde quand même en tête le fiasco de The Family, que vous connaissez avec Oussama Ammar et tout le parti socialiste derrière, à l'époque de Madame Royal, etc. Vous vous rappelez de ce fiasco, The Family Ah oui, bon. Ben, des fiascos comme ça, il y en a... Mais je respecte votre... Oui, non, mais votre optimisme. La concurrence entre équipes. Oui, mais c'est très bien. Il y a... Moi, je reviens un instant sur ce problème de projet qui naît dans un individu ou dans plusieurs. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Gilbert sur le fait que, en fait, un entrepreneur, il a d'abord une vision, et elle ne peut que lui appartenir à lui. Elle se partage difficilement. Par contre, l'une de ses grandes qualités sera de construire une équipe et de s'associer des compétences, bien entendu. Donc, en fait, on dit un peu la même chose. Seul, on est rien. Mais ce qui est vrai aussi, et là, c'est mon expérience de praticien, puisque ma vie professionnelle était d'accompagner des entrepreneurs, c'est que, en fait, souvent, les besoins, ils naissent au même moment dans plusieurs pays, etc. Et ces besoins suscitent des réponses qui naissent souvent de manière spontanée dans différents territoires. Je vais vous donner un exemple. Il y a 40 ans, les femmes se mettaient au travail de plus en plus, etc. Et il y a des gens qui ont inventé la salade en sachet. Bon, ça paraît idiot, hein, la salade en sachet. Mais ceci dit, j'ai observé, puisque j'ai accompagné des Français qui le faisaient, et au même moment, ils ont découvert qu'il y avait des Suisses qui le faisaient, et puis des Allemands qui le faisaient. Et parce que c'était un besoin du moment. Et donc, je le dis, je le livre, parce que je pense que c'est normal, c'est naturel, parce que c'est le besoin qui appelle l'innovation, qui appelle des réponses. Voilà. Mais ce sont des émergences individuelles sur les territoires. bien sûr. Individuelles. Bon, il y a un effet aussi de connexion et de... Et puis derrière, il y a un effet de connexion. Ce qui est d'ailleurs très amusant dans le modèle, c'est que, je continue parce que c'est une expérience intéressante. Et donc c'est une année, je ne sais plus exactement laquelle, 83, 4, quelque chose comme ça. On voit quatre modèles qui naissent en Europe. Et ça fait un boom. Alors les entrepreneurs qui font ça, ils sont 4. Ils gagnent une fortune la première année. Du coup, il y a 500, 600 petites entreprises, des agriculteurs locaux qui se mettent à en faire. Et la deuxième année, les prix baissent et tout le monde plonge. Et puis, il y a ceux qui résistent. Et c'est là une qualité que je voudrais ajouter. En fait, un entrepreneur, c'est aussi celui qui a la vision, mais non pas l'obstination, parce que s'il s'obstine quand ça ne va pas, c'est pas bon, mais la détermination. Voilà, je crois. La frugalité. Ouais. Frugalité. Aussi. Mais on ne peut pas dire que la détermination ex-ante serait la meilleure caractéristique. C'est ça que j'ai voulu dire ce matin. Voilà. Je le partage totalement. Je pense même, au risque d'être un tout petit peu bavard, que en réalité, l'une des qualités de l'entrepreneur, c'est de savoir reconnaître qu'il s'est trompé dès que possible pour faire marche arrière, car on ne réussit jamais tout. Il n'y a pas un seul entrepreneur au monde, je crois, qui réussisse tout. On se trompe tous. Et il faut savoir arrêter quand c'est encore temps, avant de sombrer avec la machine. Alors, il y avait monsieur... Vous parliez de connaissance et de part, c'est tacite, d'intuition, de spontanéité, des choses comme ça. Et ça me ramène à cette idée qui est très bien défendue par Procter & Gamble de Consumer Insight. C'est-à-dire qu'ils essayent de post-rationaliser, je crois, enfin peut-être que vous me contredirez, mais cette notion, en essayant toujours de ramener leurs intuitions ou leurs produits, etc., à une perception consommateur, Consumer Insight. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aux tâches d'odeur, aux bouloches. Ils ont d'ailleurs nommé les bouloches parce que les gens
se plaignaient du fait que leur pull en sortant de la machine, voilà, il n'y avait pas de mot pour ça, donc ils ont inventé un mot pour pouvoir formaliser ça. Il y a aussi ils ont aussi les bonbons Werther's originales, là, comme ça. Essayer de s'appuyer sur le sentiment que le meilleur bonbon, c'est celui que le grand-père offrait dans le bureau. Personne n'a jamais vécu dans ce bureau avec ce grand-père là, mais enfin on arrive tous à l'imaginer, etc., etc. Et toujours essayer de revenir à un souci ou à une perception consommateur d'un problème, etc. Et voilà. Alors, parfois d'ailleurs eux-mêmes disent qu'ils n'y arrivent pas, mais ça a été beaucoup imité. Moi je suis publicitaire, donc je connais bien ça, disons, par la publicité. Unilever a essayé de faire la même chose, etc. Mais toujours essayer de revenir à cette perception, ce souci. Et ensuite, le laboratoire de Cincinnati pour Procter & Gamble travaille évidemment comme des monstres pour supprimer la tache qu'on voit à la lumière ou la tache d'odeur. Voilà, enfin, des choses qui sont à peine exprimées par des groupes de consommatrices. Voilà, et ils essayent de revenir à ça. Ou des groupes de consommateurs. Enfin, en général, pour les lessives, quand on a des ariélistes et des skipiennes dans la même salle, en général, on parle de consommatrices. Mais enfin, j'approuve votre démonstration, mais ce qui me gêne dans la notion de besoin... la perception, pour le coup. Oui, j'essaie de répondre. C'est ce qui se cache derrière, à savoir la demande, l'économie de la demande et le soutien à la demande. Moi, je ne veux pas que l'entrepreneuriat soit justifié par les politiques publiques de soutien à la demande. Et je conteste un petit peu cette notion de besoin. Et je parle plutôt, je reviens vers Mises, d'identification de cette insatisfaction. Alors on joue sur les mots, c'est plutôt ce qui va me permettre de me positionner plutôt comme étant un économiste de l'offre et refusant d'appartenir à... Et lorsque vous parlez de l'écosystème, monsieur Philippe, c'est un peu ça, derrière tout ça, il y a de l'économie de la demande. On croit faire de l'économie de l'offre, mais derrière, c'est de la demande déguisée. Et donc derrière, des subventions, du déficit public. Je parle de post-rationalisation. On est pris un peu par le temps, alors on va prendre la question de Pierre là-bas. Pierre. Vous parliez de Oussama Amar tout à l'heure. Oussama, oui. On a un point commun, on a les mêmes origines. Je ne partage pas du tout. C'est le seul point commun. Le seul. Il a été un peu l'instigateur d'une mode qu'on voit pas mal aujourd'hui, notamment sur YouTube, de tous ces solopreneurs qui prônent l'entrepreneuriat, mais vraiment par le prisme de l'argent qu'il y a à faire. Et je veux savoir si vous observez ça chez vos étudiants, et qu'est-ce que vous en pensez? Je réponds en deux temps. Je n'écoute pas et je ne regarde pas Oussama Amar, et je ne parle pas dans un premier temps d'argent, puisque voilà, l'action humaine est une véritable action qui va aller dans le sens de rééquilibrer un marché, et si l'entrepreneur réussit à apporter donc cette dynamique équilibrante du marché, oui, naturellement, et je rejoins la notion de profit. Le profit est vraiment l'indicateur qui va permettre de justifier cette réussite. Je n'aime pas du tout Oussama Amar, mais j'ai voulu en parler parce qu'il y a eu un fiasco, c'était en 2013 il me semble, ça coûtait je ne sais pas combien de millions à l'État avec The Family, c'était atroce. D'ailleurs il a fui, il devait être en prison, machin, avec toute une bande. Des copains, une grande femme politique française. Chez les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce prisme qui oublie qu'en fait il faut rendre un service et qui cherche juste à trouver un moyen de faire de l'argent rapide et qui se lance dans l'entrepreneuriat sans vraiment qu'il y ait de... L'argent rapide, pas ça les... Non mais est-ce que tu le retrouves chez les étudiants que tu as? Oui, j'ai pas, pardon, j'avais pas entendu. Oui, on en parlait hier avec mes étudiants. Ceux qui vont à Pépite, est-ce que c'est Oui. La semaine dernière, le fils d'un professeur d'économétrie à l'université m'appelle, affolé. Mon fils voudrait 21 000 €. Je dis mais pourquoi? Il a consulté un avocat pour l'accompagner, mais une fois que c'est fait, il va générer des revenus, une appli dans le domaine des rencontres. Je dis non mais attends, stop tout ça. Et on en parlait hier au dîner avec les étudiants, qu'il faudrait introduire un cours d'éthique et
et de réflexion approfondie sur comment stopper cette envie de l'étudiant d'aller vers l'argent rapidement. Oui, Charles-Antoine. Ouais, justement là-dessus, il y a, en tout cas de ce qu'on a pu faire ensemble en atelier au sein de Pépite, il y a une séparation, moi je trouve, entre deux franges de la population qui ont tendance à grossir. Ceux qui trouvent que l'argent est tabou et ne veulent pas en parler, et oui, on est presque sur quelque chose de... on va faire que de l'associatif, ou il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'argent dans le système, on est là pour rendre service, ou ce genre de choses. Et de l'autre côté, une forme effectivement de ce genre d'entrepreneurs qui sont juste là pour l'argent, et au final suivent les conseils qu'on peut voir sur Internet, où ils achètent une formation pour apprendre à faire une formation qu'ils vont vendre eux-mêmes. Donc sur le principe d'une pyramide de Ponzi pas terrible, donc bon. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter, on n'a pas fait le tour du sujet. Une chose qui aurait été intéressante, et on va ça pointer un petit peu, c'est de distinguer l'acte entrepreneurial et le financement. Et par exemple, ce serait intéressant de savoir comment Philippe Aghion conçoit le développement de l'innovation de la technologie. Donc voilà, des gens qui écrivent sur l'entrepreneur, mais est-ce qu'on compte plus sur la BPI, parce que l'investisseur, celui qui va mettre ses sous, il a aussi un rôle. Donc quelle est la complémentarité entre celui qui va mettre 3 millions d'euros dans la start-up et le jeune qui est venu, ou le moins jeune, avec une idée, quoi. Je crois que c'est... est-ce que l'investisseur n'est pas aussi un peu entrepreneur? Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question, mais nous avons eu le mérite de discuter un peu d'entrepreneurs, et c'est une bonne chose. Alors on va faire une pause avant de passer à un autre univers. On va se régaler, j'en suis sûr. Mais avant, pour être en pleine forme, on va faire donc un break jusqu'à 11h15. Et 11h15, nous retrouvons ici. Merci.